Bienvenue en première classe, un balado par Gentologie. Mon nom est Normand Boulanger et je suis le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Gentologie, le magazine pour gentlemen, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce 9e épisode. En première classe, c'est un espace de discussion où l'élégance contemporaine se vit à travers la connaissance, le savoir-faire et l'expérience. Il s'agisse de montres, de gastronomie, de vins spiritueux, de design ou de voyage. Aujourd'hui, nous explorons une autre facette du gentleman, soit l'automobile. À ce propos, je reçois un de nos collaborateurs, M. Marc Bouchard, chroniqueur émérite en automobile, avec qui nous allons échanger justement sur ce qui se passe en 2026 avec l'automobile et les modèles qui pourraient vous plaire. Ceci dans une conversation posée, authentique et sans artifice. Installez-vous confortablement et bienvenue en première classe. Bonjour Marc, aujourd'hui c'est Marc Bouchard qu'on soit notre chroniqueur automobile désigné. Donc Marc, comment ça va? Ça va très bien, toi, mon cher. Ça va très bien aussi. On s'est manqué au Salon de l'Auto, justement. C'est ça on va commencer par parler de ça, juste parce qu'on va parler d'automobile aujourd'hui. On va parler un peu des voitures pour 2026. Qu'est-ce qu'on suggère un peu? Une petite liste que Marc va nous faire. Et puis, ça. Fait qu'on commence par le Salon de l'Auto qui était vraiment quand même une édition un peu renouvelée, intéressante, avec un peu plus de modèles que l'année passée. Ouais, ben en fait, il faut dire que c'est le retour de certaines marques. Hein. C'est ça qui fait la grande différence. Ouais. On a fait beaucoup de gorges chaudes avec le retour de BMW notamment, avec celui de Audi aussi. 2 compagnies allemandes qui étaient absentes depuis quelque temps. On a aussi vraiment des efforts qui ont été faits par plusieurs manufacturiers pour amener des véhicules qui, sans être des primeurs mondiales, sont des véhicules qui arrivent à peine ou qui ne sont pas encore arrivés chez les concessionnaires. Donc, ça nous a permis d'aller voir ces véhicules-là de près et de voir des choses exceptionnelles. Prenons l'exemple, en fait, le plus bel exemple, c'est sans aucun doute Hyundai, qui, eux, ont fait une vraie primeur canadienne avec le Hyundai Crata, qui est un véhicule que vous ne verrez jamais sur la route, mais qui nous donne une bonne indication de la direction que Hyundai veut prendre en matière de design, en matière de développement de nouveaux véhicules. Et vraiment, là, on l'a poussé à l'extrême, là, incluant le Craterman, une espèce de petit emoji là, qui s'anime à différents endroits dans la voiture. Mais c'est le style extérieur surtout qu'il faut retenir. Je pense que c'est ça qui va nous donner une bonne indication sur la nouvelle perspective esthétique de Hyundai. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que Chevrolet est revenu à son ancien logo, qui a abandonné un peu le EV qui était dans son logo. Donc, ça a été mais qu'il y avait quand même plusieurs véhicules électriques qui étaient là. Belle représentation. C'est sûr que, du côté de Chevrolet, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des marques de General Motors était présente. Donc, chacune a présenté ses nouveautés. Évidemment, du côté de Cadillac, on commence à avoir une gamme assez étoffée en matière électrique. Par exemple, avec tout ce qui est les HIC, là, les Vistic optiques lyriques. Célestique. Et la Célestique était là aussi, c'est là que je voulais en venir. Ça, c'est la voiture exclusive par excellence, qui est une voiture qui coûte un peu plus de 400 000 $ et qui est assemblée en fonction des désirs du client lui-même. Donc, il y a un concierge qui est attribué à chacun des clients et le client détermine précisément la voiture, comment elle va être faite. Donc, évidemment, c'est une voiture d'exception. Mais il y avait d'autres, GMC était là notamment, et Chevrolet était là aussi, avec la nouvelle Chevrolet Bolt 2026-27. Mais c'est un peu ironique parce qu'en même temps, Chevrolet nous annonçait que dans 18 mois, la de Chevrolet Bolt sera plus là. Bref, c'est un peu particulier. Mais on n'avait pas uniquement que des véhicules électriques non plus du côté de Chevrolet. On nous avait quand même amené un bébé un peu plus intense. C'est la Corvette ZR1X, qui est une voiture qui fait 1250 chevaux, ce qui est absolument faramineux. Et la première s'est vendue, au cours des derniers jours d'ailleurs, elle s'est vendue chez Jackson Barrett en Arizona.
à l'encan à un propriétaire canadien pour plus de 2 millions de dollars US. D'ailleurs, on rappelle à nos auditeurs que tu as écrit un article incroyable sur la Chevrolet Corvette E-Ray. D'ailleurs, un essai que tu as fait, donc assez intéressant aussi quand même comme véhicule. Ouais, là, mais là, c'est la version hybride. C'est quand même un véhicule extrêmement puissant et extrêmement grand. De toute façon, je ne conduirais pas une ZR1X sur la route, là. J'ai pas ces capacités-là. Comme je dis toujours à la blague, c'est pas un véhicule qui roule vite, c'est un véhicule qui vole bas. Alors, évidemment, c'est pas le genre de véhicule avec lequel je me sens à l'aise. Mais la Corvette E-Ray que j'ai essayé, oui, je me suis amusé vraiment comme un fou et je vous invite à aller lire cet article-là. Je pense que ça a été une belle semaine de juillet, disons. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis dans les vidéos que j'ai rajoutées, qui étaient disponibles sur le site de Chevrolet, ils ont même une conduite en hiver de la E-Ray, ce qui est quand même assez intéressant pour... Ouais, mais c'est une intégrale, hein. Fait que avec l'électronique, avec l'électricité, si tu veux, on en a fait une intégrale, donc évidemment, ça permet ça. Le Salon de l'Auto, cependant, avait aussi d'autres nouveautés dont je pense qu'il faut parler. C'est notamment le cas du côté de chez Toyota Lexus, où on a fait vraiment un effort. On a amené le nouveau RAV4 branchable, on a amené le nouveau CHR, qui est un petit véhicule pas très dispendieux. Mais pas très dispendieux, on n'a pas le prix, là, mais on se doute qu'il sera pas très dispendieux. Qui est super agréable, mais mon coup de cœur, il va vraiment plus du côté de ce qu'on a fait avec le BZ, qu'on a amélioré. Même chose chez Subaru avec le Solterra, véhicule dont on a amélioré l'apparence, et honnêtement, ça, c'est réussi. Mais le vrai coup de cœur chez Toyota Lexus, chez Lexus, avec la ES, qui est une des voitures que je recommande pour 2026, en fait, parce qu'elle est magnifique. On est vraiment dans un nouveau monde chez Lexus, avec une nouvelle plateforme qui va s'appliquer à plusieurs nouveaux véhicules, avec un style qui a vraiment de la gueule, avec un habitacle qui est vraiment beaucoup plus raffiné. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, moi, ce véhicule-là. J'ai bien hâte de le conduire. Oui, c'est vraiment un Lexus qui continue un peu dans la voiture, un peu un des seuls. D'ailleurs, on parlait de Audi tout à l'heure, un peu étrange qu'il ne soit pas, qui était juste là avec des VUS, même si, selon moi, je trouve qu'ils ont probablement une des plus belles voitures, même si c'est pas ça qui se vend le plus. T'as raison, puis je pense que Mercedes a prouvé qu'en fait, c'était pas le volume, mais plutôt le style, hein, en nous présentant des modèles Maybach. On sait bien que c'est pas des autos qui vont être vendus en quantité, mais t'as raison, Audi est quand même arrivé avec le Q3 et le Q5, deux des modèles les plus populaires de la gamme, bien entendu, mais je peux comprendre qu'on s'adressait à une clientèle de monsieur et madame tout le monde et on voulait marquer le retour avec les véhicules les plus populaires. Je pense qu'on a bien fait du côté d'Audi, mais oui, t'as raison, j'aurais apprécié certains véhicules, notamment la RS6 Wagon, qui était absolument magnifique, que j'aime beaucoup vraiment. Là. Et aussi, on peut parler de Infiniti. Infiniti qui était là avec des concepts, dont le QX65 Sport qui va arriver bientôt. Donc, on avait un concept qui n'était pas tout à fait au point, mais qui est à 90% du modèle de production. Donc, évidemment, plus les gros QX80, les énormes véhicules d'Infiniti qui sont extrêmement luxueux, extrêmement agréables en conduite. J'en ai conduit un pendant quelques temps et ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Donc, Infiniti était présent. Parmi les grands, écoute, il y avait Lamborghini avec la Temerario, mais bien entendu, c'est un petit peu en dehors du budget traditionnel. C'est un véhicule qui est assez dispendieux, mais bon, qu'on a présenté, il y avait des Lotus qui étaient sur place aussi. Donc, beaucoup de véhicules, quand même, véhicules de luxe. Volvo qui était sur place. Ça aussi, c'est une compagnie qui va et vient au Salon de l'Auto. Ils ont présenté le EX30 Cross Country. Écoute, je ne m'étirerai pas trop sur le EX30 parce que mon cœur est partagé entre le fait que c'est un véhicule qui est super agréable à conduire et un véhicule qui est hautement détestable à conduire parce que les commandes, il n'y a pas de commande, il n'y a qu'un grand écran, il n'y a pas de bouton, il n'y a même pas d'affichage devant le conducteur, il n'y a pas plus d'affichage tête haute. Vous voulez savoir quelle vitesse vous roulez, regardez l'écran central. Vous voulez ouvrir le coffre à gants? Allez dans l'écran central. Vous voulez placer vos miroirs? Allez dans l'écran central. Bref, c'est une ergonomie qui est absolument détestable, mais une fois que tout est en place, quand on a pris le volant, le véhicule est super le fun à conduire, il est maniable, il est précis. Alors, je comprends pas l'idée de Volvo qui se targue d'être un spécialiste de la sécurité.
puis de nous arriver avec quelque chose qui nous force à quitter la route des yeux à tout bout de champ. Mais heureusement, ça se corrige avec les nouveaux modèles qui s'en viennent. Là, on en parlera plus tard. Mais justement, par rapport à ça, tu parles de Volvo et puis si on vient, Polestar n'était pas là cette année, même qu'il était là l'année dernière. Polestar n'était pas là. C'est un choix. Je pense que pour le moment, il n'y avait pas non plus... Tu sais, toute l'histoire des tarifs puis de l'assemblage en Chine, ça pose un certain problème en sachant que, bon, la Polestar 2 était assemblée en Chine, il faut déplacer les productions. La Polestar 3, ça a été un problème aussi. Là, la Polestar 4 arrive et ça, c'est un des véhicules que justement, là, qui va faire sa marque cette année dans les véhicules à recommander. Donc, il y aura plein de nouveautés du côté de Polestar, mais pour le moment, on n'était pas là, je pense. On n'était pas prêt à faire ça. Et je pense que c'est une bonne chose parce que on n'avait rien de vraiment nouveau à présenter non plus. Mais il y a d'autres compagnies qui n'y étaient pas, là. Mazda, Honda. Mazda, Honda, Acura, VinFast étaient absents notamment, ce qui est un peu triste. Par contre, il y a des compagnies qui ont fait des retours flamboyants. Stellantis qui était là, qui a toujours été là, mais là, il était là vraiment en grande pompe. Et si tu es allé voir le stand Stellantis, on avait vraiment mis en évidence les véhicules. Comment je pourrais dire? Stellantis est en train de prendre un virage avec certains de ses véhicules qui est un virage haut de gamme. Si tu vas voir le Grand Cherokee, si tu vas même voir le Cherokee, le Grand Wagoneer, ce sont des véhicules dont la qualité de finition est impeccable, dont les matériaux sont surprenants. Dans le Wagoneer, dans le Grand Wagoneer, le Wagoneer S, qui est l'électrique, dans le Grand Cherokee, on a des systèmes sonores, des Macintosh, rien de moins. Alors, tu sais, on joue vraiment la carte haut de gamme, grand luxe, et ce sont ces véhicules-là qu'on avait en démonstration. Évidemment, ça vient avec un prix, ce avec quoi on est moins habitué du côté de chez Stellantis, mais n'empêche que ce sont des véhicules qui, honnêtement, ont de la gueule, ont du style et qui sont agréables à conduire. Et Stellantis vient aussi avec Alfa Romeo quand même, qui sont des magnifiques véhicules. Oui, effectivement, dont le nouveau Tonale qu'on a présenté, qui a été raffiné pour la nouvelle année. C'est une bonne nouvelle parce que du côté de Dodge, on a abandonné le Hornet, qui était le cousin germain du Tonale, et je pense que ça nuisait au Tonale. Je pense que le fait d'avoir un représentant Dodge qui représentait les mêmes caractéristiques n'encourageait pas les gens à se tourner vers un véhicule beaucoup plus joli, beaucoup plus réussi du côté d'Alfa Romeo. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et un véhicule dont il faut parler, c'est le Charger, qui était sur place, que moi, je trouve absolument réussi du point de vue esthétique. Je le trouve magnifique. Je l'ai conduit en version électrique. J'ai adoré mon expérience, malgré quelques petits détails. Et on vient de couronner ce véhicule-là comme étant la voiture nord-américaine de l'année. Ça, c'est rien de moins. Wow. Et la bonne nouvelle, parce qu'on est un peu chauvin, c'est aussi qu'elle est assemblée au Canada. Oui. C'est intéressant. Alors, évidemment... Pour combien de temps? Eux autres, on ne le sait pas trop, mais pour le moment, elle est assemblée au Canada, donc on est assez content, évidemment, de ces résultats-là. Oui. Dans l'ensemble, donc, il y avait un beau salon. Tu sais, bien sûr, on a oublié des trucs, là, mais Subaru était là, par exemple. Kia était là aussi. Nissan, bien entendu. Ford était là, mais avait peu de vraies nouveautés du côté de chez Ford. On nous a présenté le F-150 Lobo. Bon, c'est correct, là. C'est une autre version. On nous a présenté la Mustang GTD, qui est une version super puissante. C'est des trucs comme ça qu'on nous présentait du côté de chez Ford. Lincoln, même chose, rien de vraie grande nouveauté. Par contre, ils étaient là. Et pour les amateurs, on dit qu'il y a 170 000 visiteurs qui sont allés au salon cette année, ce qui est la meilleure performance depuis 3 ou 4 ans. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est la preuve que les gens sont intéressés par les salons comme ça. Il y avait aussi, ce qu'on n'a pas parlé, certains volets. Malheureusement, pour les amateurs, il n'y avait pas les Ferrari d'un certain collectionneur. Ouais. Luc Poirier, pour ne pas le nommer, mais... Luc Poirier, pour ne pas le nommer, puis c'est correct, honnêtement. Moi, je trouvais que 2 ans d'affilée, c'était largement suffisant. Il était temps qu'on passe à autre chose. Oui. Et, mais par contre, il y avait des volets comme une section de performance
Et ça, c'est intéressant parce que oui, il y avait des voitures tunées, des affaires de fou, mais il y avait aussi des voitures de course. Ça, c'est quand même toujours un peu agréable pour les amateurs. Et il y avait des voitures de collection absolument spectaculaires avec quadrième. Et il y avait aussi des véhicules canadiens, des véhicules québécois. La CB7 de Fellino, qui est faite par Antoine Bessette, la Allard qui était là, qui est une histoire particulière, la Allard. Hein? La Allard, étonnamment, c'est un véhicule qui date des années 40, 50 et même un peu avant. Mais le monsieur qui l'a construit, c'est un monsieur Allard, qui était un Britannique qui ne parlait pas un mot français et qui a fermé son usine aux alentours de 1953. Et tout ça a été racheté par monsieur Roger Allard du Québec, aucun lien de parenté, qui lui refait des véhicules selon les plans originaux, mais avec les technologies modernes. OK, l'histoire n'était pas nécessairement claire non plus sur le site, au Salon de l'Auto. C'était comme un peu difficile à comprendre. Oui, c'est ça que c'était pas évident, mais au moins l'idée est intéressante. Oui. Et ajoute à ça, il y avait bien sûr le T-Rex de Campagna qui est toujours là. Donc, il y avait quand même une belle représentation. Donc, sincèrement, on a fait de belles choses. Plus une section overland là, pour les amateurs de camping avec leur toit. Bon, ce que je ferai jamais parce que je suis pas capable de monter sur le toit de mon auto pour aller coucher. mais j'ai le vertige quand je suis debout sur une chaise. Alors évidemment, je suis pas vraiment la clientèle pour ça. Mais aussi, un autre truc, on parlait dans le coin de Saint-Hyacinthe, puis on avait le nouveau film de Villeneuve qui s'en vient aussi, qui avait une section dédiée. Oui, effectivement. Écoute, je trouvais que c'était mal identifié, qu'on n'était pas nécessairement dans quelque chose de très édifiant. On sait qu'on va répéter cette expérience-là à l'International de l'Auto de Québec dans quelques semaines. Donc, j'espère qu'on aura amélioré ça. Bien sûr, il y a un film qui s'en vient. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a eu toutes sortes de péripéties au cours du film. Et il y a eu toutes sortes de péripéties autour de l'histoire de Gilles Villeneuve et de ses artefacts au cours des derniers mois. Je te rappelle que le musée Gilles Villeneuve a été poursuivi par la famille Villeneuve pour récupérer certains des éléments. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme film. Mais oui, je pense que c'est une bonne chose de rendre hommage à quelqu'un comme Gilles Villeneuve. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire automobile définitivement et qui a créé toute une vague de pilotes enthousiastes, les Bertrand Godin de ce monde. Bertrand qui en était à sa 24e année comme porte-parole du Salon de l'Auto. Wow. Comme je disais, on t'avait d'appeler ça le Salon Bertrand Godin. Et mais bon, évidemment, c'était intéressant de voir cette portion-là aussi. Bémol au Salon de l'Auto, moi, ce qui me dérange tout le temps, c'est les espèces de salons de gugus en tout genre, là. Moi, les affaires contre la retraite, je comprends, là, mais je suis pas sûr que c'est au Salon de l'Auto qu'il y a nécessairement la meilleure clientèle. Alors, je trouve ça un peu... Mais je comprends qu'ils doivent rentabiliser les espaces, mais ça m'agace un peu, puis beaucoup de gens ont trouvé que cette année, il y en avait plus que d'habitude. J'avoue que j'ai pas remarqué. Moi, je suis allé à la journée de presse essentiellement. Et par la suite, j'allais à des endroits très spécifiques, donc j'ai pas remarqué, mais c'est un commentaire qu'on m'a souvent fait. Un autre truc que j'apprécie tout le temps, puis que c'est le côté style de vie, puis en même temps, c'est comme un baume dans la visite, c'est le café qu'on retrouve chez Biowick. D'année en année, Biowick offre des cafés en collaboration avec Dispatch Café. Et ils sont tout le temps excellents. Puis c'est ce qui est plaisant, c'est que ça arrive à peu près à la moitié du salon quand tu es un peu fatigué. Fait que là, tu veux prendre un petit boost. Puis c'est vraiment intéressant. Et ça fait plusieurs années, ça doit faire comme depuis une dizaine d'années qu'ils ont cette expérience-là. Puis je trouve ça vraiment réussi. Puis c'est vraiment intéressant à souligner. Oui, effectivement. J'avoue que c'est sûr que nous, à la journée de presse, on n'est pas tout à fait dans le même créneau que les visiteurs ordinaires. Donc, des cafés, il y en a à quelques endroits quand nous, on fait la visite. Mais oui, effectivement, celui Biowick est intéressant pour ça, parce que oui, c'est vrai que là où il est placé, juste à l'entrée de la grande salle principale en bas, après, tu as fait déjà 2 étages, c'est quand même un bel endroit pour faire ça. Puis, ce qu'on n'a pas parlé, puis honnêtement, c'est toute la section familiale, parce qu'on a voulu cette année vraiment créer du Salon de l'Auto un événement familial. On avait même des petites voitures électriques que les enfants pouvaient essayer. Ils n'ont jamais voulu que j'essaie. Non, j'ai demandé puis ils n'ont pas voulu, mais peut-être que le poids était une incidence, mais bref, je me rendrai pas là.
Ah, c'est correct. Mais je pense que c'est juste que tu rentrais peut-être pas dans la voiture aussi. Non, mais ça aurait fait des belles photos, pareil. Donc, si pour conclure ce salon de l'auto là-dessus, avec ça, si on repassait un peu sur les voitures qui vont être des vedettes en 2026, des voitures un peu plus haut de gamme là, qu'on pourrait suggérer un peu, qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu crois qui va un peu se dépasser, qui va vraiment surpasser les attentes en 2026? Ben moi, je pense que BMW va faire un pas en avant important avec le iX3. C'est pas le plus haut de gamme, on le sait, c'est comme l'entrée de gamme, ou presque du côté de BMW. C'est le compact. Mais il va faire un grand pas parce que c'est le premier des véhicules qu'on appelle New Class. Okay, donc, un nouveau genre de design, un nouveau style de design, et il va nous amener vraiment dans une étape subséquente où on est moins habitué peut-être d'aller avec BMW, puis c'est moins... c'est moins controversé, si je peux utiliser l'expression, que l'ancienne version ne l'était. Okay. Donc, je pense que ça va être, du point de vue technologique, tout comme du point de vue esthétique, un véhicule qui va être extrêmement important cette année et qui va atteindre des nouveaux sommets. Dans les autres, un véhicule qui, moi, m'impressionne chaque fois, puis qui était pas au salon, je te le dis, c'est le Genesis. Là, on va arriver avec un GV90 qui va être un véhicule haut de gamme électrique qu'on n'a pas encore vu. Mais moi, j'ai essayé le G90 Prestige. C'est la berline Black Edition. Écoute, c'est un véhicule absolument exceptionnel. C'est un véhicule qui est tout en douceur. C'est un véhicule qui est aussi tout en performance. L'ergonomie est bien pensée. Les sièges sont confortables. Si vous avez envie d'avoir un chauffeur, vous vous installez à l'arrière. Il y a bien entendu les sièges ottomans avec les pattes qui lèvent, là, qui vous donnent tout le confort nécessaire. La version Prestige, elle est rien de moins que spectaculaire. Et quand on regarde le prix, elle est à peu près 30 000 $ de moins que ses principaux rivaux. Wow! Ah, et honnêtement, il y a rien, quand on est à son bord, qui peut nous rappeler cette différence-là. Donc, pour moi, c'est une belle réussite et c'est un des véhicules qui, en 2026, écoute, ils en vendront pas des tonnes, là, on s'entend. On parle d'un véhicule de 140 000 $. C'est clairement pas un véhicule que les gens vont faire la file pour aller acheter, mais c'est un véhicule qui mérite une considération vraiment indéniable. Ouais. Dans les autres véhicules, je t'en ai brièvement glissé un mot tout à l'heure, il y a Volvo qui va nous arriver en 2026 avec le EX60. Le EX60, ben, évidemment, tu auras compris, chez Volvo, on commence à comprendre comment ça marche. Les 30, c'est les petits, les 60, c'est le milieu, les 90, c'est les gros. Donc, le EX60, c'est la version électrique du VUS de Volvo. Mais là, on arrive avec une nouvelle esthétique, plus raffinée, un intérieur qui est mieux fait. Hein? On a maintenant des éléments qui nous rattachent au tableau de bord, pas juste un écran central. D'ailleurs, il faut préciser cet effet-là que l'Europe, la NCAP, donc les normes de sécurité européennes, exigent maintenant que certaines commandes soient physiques et ne soient plus strictement. Donc, c'est dans les nouvelles normes de sécurité pour 2026. Donc, évidemment, ça va modifier considérablement. Mais c'est l'autonomie du EX60 qui est parmi les meilleures sur le marché dans sa catégorie. Évidemment, on ne l'a pas essayé chez nous. Les données qui sont celles de Volvo qui sont probablement un peu trop optimistes. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, honnêtement, vaut vraiment, va valoir le détour, c'est certain. Quoiqu'en Suède, c'est pas très chaud non plus, du moins, on n'est pas loin dans les mêmes températures en Suède puis ici, à moins qu'il fasse ça aussi ailleurs, mais... ouais, non, mais c'est parce que c'est pas au niveau des essais, le problème, c'est au niveau de la façon de calculer. OK. Tu as le cycle WLTP qui est la version européenne, puis tu as le cycle EPA que nous, on utilise chez nous, qui est généralement de 25 à 30% moins optimiste que ce qui se passe en Europe. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez le même modèle, vous avez l'impression que les véhicules européens ont beaucoup plus d'autonomie. Non, ils n'ont pas plus d'autonomie. C'est juste que la méthode est calculée différemment. Les tests sont faits différemment et on n'arrive pas avec les mêmes résultats. Mais la batterie est la même, la capacité est exactement la même.
Okay. Donc, le EX60 risque effectivement d'être un très bon choix. Dans les véhicules qui ont absolument aucun sens, mais qui sont absolument magnifiques, je vous ai parlé de la Lexus ES. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le Lexus LX. Écoutez, c'est gigantesque. C'est un 4,5. Oh, c'est un 4,5, là. Je veux dire, c'est pas compliqué. C'est un grand véhicule, mais tu sais, ce que Lexus fait de bien dans l'exécution, dans le souci du détail, ils l'ont mis là-dedans dans un véhicule qui, en plus, a des capacités hors route exceptionnelles. Est-ce que j'amènerais une voiture de 160 000 $ hors route? Peut-être si c'est pas la mienne puis qu'on me donne l'autorisation, mais... Est-ce que tu as le droit de faire par certaines occasions, par ailleurs? Exactement, et d'ailleurs, on l'avait fait là, au 35e anniversaire de Lexus, mais... Donc, c'est un des véhicules que moi, je trouve très beau, très réussi et très agréable. Je t'ai parlé aussi d'un véhicule que moi, je trouve beau. Et ce sont les Polestar. Et le Polestar 4 qui arrive vraiment, il est arrivé là, à la fin de l'année, là, c'est pas une nouveauté absolue, mais je trouve qu'il est absolument magnifique. Je trouve que c'est un véhicule qui a du style, qui a du look, qui est moins cher, étonnamment, que le Polestar 3. Pas mal moins cher. Le Polestar 3 est à 100 000 $ et ça ne valait pas nécessairement ça. Mais c'est quand même un véhicule qui mérite la considération. Je le trouve très beau. Pas de haillon arrière. Il n'y a pas de vitre à l'arrière. C'est pas, c'est légal, ça, quand même? Oui, au Canada, c'est légal. T'es obligé d'avoir des rétroviseurs de chaque côté. Tu peux pas avoir de caméra, mais pour l'arrière, tu as le droit d'avoir une caméra. D'ailleurs, la plupart des véhicules, maintenant, véhicules de luxe, offrent le choix entre le miroir numérique et le rétroviseur traditionnel à l'intérieur. Puis quand c'est le miroir numérique, ben c'est une caméra qui est logée à l'extérieur et qui te donne l'image. Donc oui, c'est légal, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit pour les rétroviseurs latéraux. En Europe, c'est permis, mais pas chez nous. Quand je suis allé avec Genesis en Écosse, on conduisait des GV60 qui avaient pas de réflecteur, qui n'avaient pas de miroir, qui avaient des caméras à la place des miroirs de côté, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même assez spécial comme expérience, mais oui, ça, c'est légal au Royaume-Uni. Mais c'est légal en Europe partout, sauf c'est pas légal chez nous, évidemment. Dans les autres nouveautés qui vont être à surveiller, il y a le Audi Q9, qui est le gros VUS qu'on nous promet. Écoute, on verra ce que ça va donner en termes de motorisation, mais on nous promet donc un véhicule qui va vraiment être extrêmement haut de gamme. Et bien sûr, là, ça fait partie des nouveautés. Ouais. Et spécialement pour toi, le dernier, mais non le moindre, parce que je suis persuadé que c'est celui que tu vas vouloir t'acheter, c'est l'Aston Martin Vanquish Volante. Donc, évidemment, l'Aston Martin Vanquish, on la connaît. La Volante, elle est exceptionnelle. C'est un cabriolet qui est superbe, qui est absolument magnifique. Mais la raison pour laquelle je t'en parle, en fait, c'est un peu une blague. C'est qu'ils viennent, il y a quelques jours, quelques heures à peine, je devrais dire même, de dévoiler un one of a kind. Donc, vraiment une seule Wave Edition. Une édition Wave. Écoutez, elle est d'un turquoise. Elle est à se jeter par terre, sincèrement. C'est un véhicule qui est absolument magnifique, dont je n'ai même pas regardé le prix. Parce que quand même, tu parles de turquoise, justement. Est-ce que c'est un peu la nouvelle couleur qui est un peu à la mode? On a vu Ferrari avec l'Amalfi. Il y a beaucoup de marques qui mettent cette couleur-là de l'avant en 2026. J'ai l'impression que on dirait que les marques de luxe osent un peu plus dans la couleur, un peu plus quelque chose d'un peu plus quand même luxueux, là, on s'entend? Mais je te dirais que c'est vrai. Si tu regardes chez BMW, on en a qui sont des turquoises plus foncées, me diras-tu, là, mais oui, on est quand même dans cette veine-là. Même chose. Et même, tu parles de marques de luxe, mais même les marques grand public, la Nissan Leaf, la couleur de lancement, c'est un turquoise vif. Donc, on est vraiment effectivement dans des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus radicales. C'est une bonne chose parce que entre toi et moi, le gris, on commence un petit peu à en avoir notre claque. Et quand on veut se distinguer, si on veut avoir un véhicule, parce que de plus en plus, les designs sont raffinés et avec l'arrivée des voitures électriques, on est moins limité.
On a moins de contraintes pour le designer. Donc, ils peuvent se permettre de s'amuser davantage et ajouter la couleur vive, évidemment, rend tout ça encore plus personnalisé. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus au fil des prochaines années. Tu sais, comme on regardait, tu parlais de Genesis tout à l'heure, qui a une palette qui est assez sobre, à part un peu un orange puis un rouge, mais quoi que le magma orange, mais sinon le reste, c'est tout de même assez sobre chez Genesis. Oui, mais comme tu dis, le magma va être orangé parce que c'est les versions de performance. Mais oui, mais en fait, c'est sobre. Ils sont tous sobres quand on le regarde. Ouais. La majorité des véhicules chez Mercedes, on nous a présenté la SL Roadster Maybach au Salon de l'Auto qui était, qui avait l'air d'un truc Louis Vuitton, là, avec les petits logos Maybach un peu partout sur le capot. En rouge et gold, c'était super beau, mais tous les autres véhicules, oui, t'as du rouge. La CLA qui était là était rouge, mais le reste est assez gris, blanc, noir. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très extravagant. Donc, c'est une bonne chose qu'on nous sorte des modèles un peu plus colorés, un peu plus flyés. D'autant que quand on regarde des voitures de luxe qui roulent, ben, je pense que ces couleurs-là fonctionnent. Les gens les aiment. Ouais. Même si c'est peut-être moins évident. Tu sais, Porsche, rappelle-toi, il y a 2 ans, Porsche avait lancé un Macan qui était turquoise, mais le vrai nom, ça, je pense que c'était California quelque chose. Mais on n'en a pas vu tant que ça, mais moi, je trouve ça absolument magnifique. Ouais. Une autre couleur qui commence à percer et qui est un peu surprenante, c'est le brun. Mais le brun mat. Donc, une peinture donc, qui n'a pas de brillance, là, qui est vraiment mate, mais qui est comme avec différentes teintes de brun, et ça donne un aspect presque bronze. On a l'impression de conduire un trophée, c'est vraiment magnifique. Justement, une petite question comme ça, je ne sais pas si tu es au courant, parce que en F1, on remarque de moins en moins de couleurs parce qu'il y a un effet sur le poids avec la couleur de peinture. Est-ce que c'est un peu la même chose pour les véhicules, mais les véhicules électriques, est-ce que ça peut être quelque chose qu'on veut mettre moins de couleurs pour le poids, pour la distance? C'est moins significatif, évidemment, pour une voiture de route. On n'est pas en Formule 1, on calcule ça à coup de grammes. Honnêtement, j'ai jamais vu les poids en grammes d'un véhicule de route. On va me dire qu'il pèse 110 kilos de moins, ça se peut, mais qu'il pèse 70 grammes de moins, j'ai jamais vu cette performance-là. Donc, je pense pas que ça a un impact majeur, sauf... Et d'ailleurs, je te dirais qu'au contraire, même si on met moins de couleurs, on arrive avec des peintures qui sont de plus en plus raffinées en termes de technologie. Si tu regardes chez Mazda, par exemple, va voir les rouges, le fameux rouge cristal de Mazda. C'est une peinture qui a été développée à l'interne par les gens de Mazda, qui est une peinture multicouche. Donc, tu ajoutes des couches en plus qui donnent l'impression d'une profondeur. Et au contraire, c'est le genre de véhicule, le genre de couleur que l'on multiplie, où on multiplie les couches justement pour assurer une meilleure protection et une meilleure projection. Quand ça passe au soleil, là, on dirait vraiment que c'est presque 3D. C'est magnifique. Parlant de couleurs, juste comme ça, j'avais vu il y a quelques années un truc que tu pouvais changer les couleurs du véhicule. Je pense que c'est BMW qui avait ça, mais est-ce que ça pourrait vraiment être intéressant pour les gens qui ne savent pas faire le choix qui puissent avoir une variété de couleurs intéressantes que chaque jour de la semaine, tu changes ton véhicule de couleur? Ouais. Écoute, jusqu'à maintenant, on n'était pas encore à changer complètement de couleur. En fait, on avait un véhicule qui passait du noir au blanc avec les différentes teintes de gris parce que la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que ce sont des microparticules dans lesquelles on injecte de l'électricité. Et selon qu'il y a de l'électricité ou pas, on devient plus ou moins foncé. Écoute, t'as pris l'avion avec un Airbus A380, t'as vu les fenêtres, quand tu pèses sur le bouton, elles deviennent foncées. Bon, t'as des toits ouvrants maintenant de voitures qui sont comme ça, mais c'est ce principe-là qu'on a appliqué à la peinture, si tu veux. OK? Mais... évidemment, c'était pour le moment un prototype. C'est coûteux, on s'en doute, à installer. C'est un système tu parlais de poids qui alourdit considérablement la voiture. Donc, on n'est pas rendu là. Les changements, tu sais, il y a beaucoup de trucs de science-fiction qui nous font rêver qu'on va changer notre voiture comme on veut. Il fut une époque, chez GM, on nous avait présenté un véhicule qui s'appelait le Highwire. Le Highwire était en fait une espèce de plateforme
un peu comme les voitures électriques le sont aujourd'hui, sur lesquels on installait une carrosserie. Donc, ultimement, l'objectif, ça aurait été que en moins de 2 heures, on aurait pu enlever ta carrosserie puis en mettre une autre. Mais bon, ça s'est jamais fait, tu auras compris, ça ne s'est absolument jamais fait. Si tu regardes, ça va très loin. Michelin qui a un jour parlé d'avoir des pneus imprimés en 3D. Alors, l'idée, en fait, c'est que, bon, tu as tes roues, tu rentres dans ton garage, on décape ton pneu, on imprime une nouvelle semelle en 3D qu'on va coller sur ton pneu. Et tu peux repartir. Ça veut dire que... Puis tout ça en dedans de 15-20 minutes. Donc, ça voudrait dire que ultimement, tu pars de chez toi, il fait 25 degrés dehors, il fait très chaud. Tu décides que tu t'en vas dans une zone montagneuse où il y a de la neige, ben, tu peux t'installer des pneus d'hiver avant de monter en neige. Puis quand tu redescends de l'autre côté, ben, tu décides qu'avec ta voiture, tu vas aller faire un petit peu de lapping, un petit peu de tour de piste sur un circuit de course. Ben, t'arrêtes au garage et on change tes pneus pour des pneus slick de course. Puis quand tu as fini ta journée de course, tu reviens puis on te les ramène à des pneus de route. Tu sais, ouais. Ultimement, c'était ça l'objectif. Évidemment, j'exagère, mais c'était ça l'objectif. Sauf que, bon, tout ça, ce sont des beaux projets de recherche, mais pour le moment, je connais pas beaucoup d'endroits où ça se concrétise. Ouais, c'est un coup. Il y a un prix à ça aussi, hein, quand même. Exactement. Il y a un prix, puis il y a le développement, puis tu sais, je vais juste regarder, là. Tu sais, je parlais de pneus, là, je parlais avec les gens de Michelin qui lancent, justement, au moment où on se parle, un nouveau pneu d'hiver. Puis là, leur fonction, c'est juste d'essayer de les rendre assez résistants. Ils sont 25% plus résistants, 35% meilleurs sur le freinage, mais en même temps, ils sont faits pour des véhicules électriques, donc il faut qu'ils soient quand même plus solides. Alors, tu sais, toutes ces recherches-là pour un pneu, parce qu'on est parti d'un pneu existant qui était le Excise Snow, ouais, pour en faire le Excise Snow Plus. Alors, tu dis, toutes ces recherches-là pour prendre le même pneu, finalement, puis juste l'améliorer un peu, avant d'en arriver à des pneus de science-fiction, il y a pas mal de recherches qui vont se faire. En effet. Donc, sur ce, Marc, c'était vraiment agréable et comme toujours, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur... Non, évidemment. Moi, j'invite les gens, bien sûr, ouais, à être prudents sur la route et à de se faire plaisir à conduire. On a tendance à présenter les voitures actuellement comme étant une source de conflit. Ben, amusez-vous donc. Conduisez, c'est le fun de conduire, mais soyez juste prudents, c'est tout. Parfait. Et puis, si jamais, juste pour terminer, s'il y a une voiture que tu attends cette année, ce serait laquelle? Écoute, je t'avoue que je me suis pas rendu là. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Ouais, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui, d'année en année, nous sont promis, puis on sait pas trop. Moi, ce que je te vais dire, c'est un véhicule qui n'a rien à voir avec un véhicule de luxe, mais absolument pas. Celui que j'ai hâte de conduire, moi, c'est le Ram, avec sa version hybride, électrique à prolongateur d'autonomie, en fait. Donc, un véhicule qu'on nous promet, qui est supposé faire 1500 km d'autonomie, qui est supposé être super efficace. Moi, j'aime conduire un pick-up. Donc, évidemment, j'ai hâte de conduire ça, voir si ça va être aussi efficace qu'on nous le promet. C'est un peu la relève du F-150, ou ben pas la relève, mais le concurrent du F-150. En fait, c'est que au départ, Ford s'est lancé dans le 100% électrique. Ram avait décidé qu'il ferait aussi un 100% électrique et ils ont dit, ben finalement, on n'en fera pas. On va en faire un qui est un prolongateur d'autonomie. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ta batterie propulse ton moteur électrique qui propulse ta voiture et tu as un moteur à gaz qui, lui, est là uniquement pour produire de l'électricité. C'est un peu comme si tu traînais ta génératrice dans ta valise de voiture pour remplir au fur et à mesure ta batterie. Donc, quand tu es en manque, ben, tu mets de l'essence, ta génératrice repart. Et là, ben, bien sûr, tu peux te brancher quand même pour aller chercher ça. Donc, Ram nous promet 200 km d'autonomie purement électrique. Et par la suite, bien entendu, à peu près 1000 km ou quasiment avec le moteur, parce que ton moteur à essence, lui, est toujours à un niveau égal tu sais, il force pas, il est jamais à haut régime, parce que c'est pas lui qui pousse le véhicule.
Si, aussi, juste pour terminer, je vois que tu portes les Beats Fit que je t'ai rapporté de Californie et je veux savoir c'était quoi ton impression sur ces petits écouteurs, ces petits... Sont extrêmement confortables. Très, très confortables, très solides dans à peu près tous les gestes quotidiens. Je m'en sers avec ma pelle électrique quand je vais dehors, parce que oui, je suis un fan fini de pelle électrique. Donc, j'ai mis mes écouteurs pour faire cette entrevue. J'ai ces écouteurs-là. Ce sont maintenant les écouteurs que j'utilise toujours pour ça. Leur qualité sonore est excellente, surtout dans les basses. Au niveau musical, quand on est dans les plus hautes, cependant, je te dirais que, moi, j'ai contrebalancé avec des Bose, parce que j'ai fait l'essai aussi avec des Bose. Et Bose a peut-être une petite coche en avance au niveau de la sonorité et, entre autres, des éléments vraiment plus rock. J'ai trouvé que le Bose avait peut-être une sonorité peut-être un peu plus riche. Mais dans le quotidien, ce que j'utilise pour écouter ma musique, pour écouter mes podcasts, pour utiliser pour des conversations comme celle-là, j'ai les Beats et je te dirais que ça fait longtemps que je ne les ai pas enlevés. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce qui est pour Beats, en fait, c'est des écouteurs souvent de performance, en fait, pour le sport, en fait, surtout. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être Puis ils ont toujours été les Beats sur les basses qui sont importantes quand même. Ils ont toujours été avec la basse, avec Dr. Dre, tout ça. Fait que c'est des sonorités qui ont toujours été importantes chez Beats. Donc, oui, puis tu sais, celles que j'ai sont clairement faites pour justement le jogging et des exercices. Là. Ils s'appellent les Power Beats Fits. Oui. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est pas fait nécessairement pour des intellos. Mais, comme je te dis, mais écoute, objectivement, c'est vraiment juste pour chialer parce que dans l'ensemble, j'ai vraiment ces écouteurs-là pour à peu près tous les usages et jusqu'à maintenant, vraiment pas de reproches. Et la durée aussi, peut-être un petit problème avec mes Bose, c'est qu'ils ont tendance à se décharger plus rapidement, alors que les Beats, honnêtement, durent toute la journée sans problème. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup pour ce retour sur ce résumé, c'est un peu sur une critique sur tes écouteurs. Mais on va se laisser là-dessus. Puis, attends, j'ai oublié de te mentionner quelque chose, par exemple, pour les Beats. Vas-y. Oui. T'as pas de contrôle de volume. En fait, si tu as le contrôle de volume, c'est que tu dois remplacer d'autres commandes. Il y a comme un nombre limité de commandes que tu peux mettre au niveau des écouteurs. Alors, Mais en fait, ce que je pense, c'est parce que sur Apple, tu peux faire le volume avec comme tu es sur un Android. Donc, je pense que les fonctions sont peut-être un peu plus limitées sur Android. Non. C'est vraiment... Je peux le faire avec mon téléphone. L'augmenter avec mon téléphone, il n'y a pas de problème. Là. Ça va très bien. Mais, par exemple, mes Bose, je peux, en appuyant une fois, il se passe une chose. En appuyant deux fois, il se passe autre chose. Et en glissant sur le Bose, le volume augmente ou descend. Dans le cas des Beats, tu n'as pas cette option-là. C'est vraiment, tu appuies une fois, tu appuies deux fois. Oui, ça change. Mais pour aller régler le volume, là, j'ai téléchargé l'application. Je pourrais intégrer le contrôle du volume, mais au détriment de d'autres fonctions. Il faudrait que j'élimine une fonction. Il y a comme deux fonctions. C'est un coup, deux coups. Alors ça, c'est peut-être le défaut que j'ai trouvé à moins que les gens puissent me corriger sur l'usage, mais j'ai lu tout ce que je pouvais lire et j'ai téléchargé l'application et c'est vraiment... quand je remplace la fonction volume, c'est l'autre qui disparaît tout simplement. OK. Ah, c'est intéressant quand même. Mais bref, je vais vous terminer là-dessus. Pour nos autres auditeurs, on se revoit très bientôt. Et puis, Marc, un gros merci encore une fois. On a bien hâte de te lire. Le prochain article qui va être en ligne pour toi, ça va être sur ton séjour avec Mademoiselle Simone au Château Bonne-Entente. Au Bonne-Entente, pardon. Puis pas au Château Bonne-Entente, au Bonne-Entente maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon cher. À la prochaine. Bye. Vous venez d'écouter le 9e épisode d'En Première Classe, le balado de Jantologie. Merci d'avoir été des nôtres pour cette conversation avec M. Marc Bouchard, chroniqueur automobile et animateur du balado
Gotchard. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. Si cet échange vous a inspiré, je vous invite à découvrir une multitude de contenus sur jeantologie.com, à vous abonner au balado et à partager cet épisode avec ceux pour qui l'art de vivre, la culture et le savoir-faire ont une vraie valeur. Je suis Normand Boulanger, fondateur et rédacteur en chef de Jeantologie. On se retrouve très bientôt en première classe.